Bonjour Philippe Baptiste. Bonjour. Un chercheur français expulsé à son arrivée à Houston aux États-Unis il y a quelques jours. La faute à des conversations jugées anti-Trump, c'est ce que vous dites. Il était en possession d'informations confidentielles, rétorque le département de la sécurité intérieure américaine, qui vous met en cause directement. Deux versions opposées, donc. Est-ce que, selon vous, l'administration Trump est en train de mentir ? Non, mais je crois qu'il n'y a pas de polémique. Moi, ce que je veux simplement dire, c'est que ce que je peux vous confirmer, c'est que des conversations personnelles, des prises de position dans des conversations personnelles entre ce chercheur et puis d'autres de ses proches, ont été bien au cœur des discussions qu'il a eues avec le service d'immigration aux États-Unis. Et c'est quand même ça qui a généré visiblement l'ensemble de cette histoire. Il n'était pas en possession d'informations confidentielles. Et alors après, ça, je ne sais pas. Et de toute façon, il travaille depuis très longtemps avec des universitaires et des centres de recherche américains. Et donc, quelque part, il dispose d'informations. C'est possible. Je n'en sais rien. On comprend qu'il a dû laisser sur place ordinateur professionnel, téléphone portable. Il n'a pas été menacé, par exemple, d'être arrêté pour espionnage. Ah ben, en tout cas, moi, à ma connaissance, à ma connaissance, il n'y a aucune charge qui est retenue contre lui. Est-ce que vous ne vous êtes pas un petit peu avancé alors dans cette condition ? Justement, je vous redis exactement ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que les conversations personnelles sur des prises de position politiques avec des proches ont visiblement été au cœur de la discussion et des décisions qui ont été prises pour ne pas autoriser l'accès aux États-Unis de ce chercheur. Alors après, il faut être aussi très très clair. Les États-Unis, comme tous les pays, évidemment, sont libres et maîtrisent l'accès de leur territoire. Mais ce serait une forme de délit d'opinion quelque part. J'exagère un petit peu, mais je vous redis, c'est-à-dire que c'est la liberté de chaque pays, évidemment, de décider qui on accueille sur son sol. Sauf qu'on n'imagine pas un chercheur américain se faire refouler du sol français parce qu'il a critiqué Emmanuel Macron. Ce qui est évidemment troublant, c'est ça, c'est la multiplication des cas qu'on a aujourd'hui autour de ces questions. Donc voilà, effectivement, ça génère une certaine émotion dans la communauté scientifique. Multiplication des cas, vous dites ? Je crois qu'il y a effectivement il y a eu plusieurs cas en ce moment qui posent un certain nombre de questions. Français ? Non, pas français. Est-ce que aux États-Unis, pardon, pour bien comprendre, des chercheurs d'autres nationalités qui ont vécu la même mésaventure qui sont questionnés. Donc pour vous, c'est lié de toute façon au contexte de tension ou pas ? De tension, je ne sais pas, mais au contexte politique américain, c'est certain, puisque justement, encore une fois, les prises de position politiques personnelles dans un cercle privé de ce chercheur ont été au cœur justement des discussions. Vous avez vous-même... Vous avez de fait eu des mots très critiques sur les coupes budgétaires, sur les licenciements massifs dans la recherche américaine. Vous dites que ça menace des pans entiers de la recherche mondiale. Ça résonne avec ce que disait hier Françoise Barré-Sinoussi, la présidente du CIDAction, co-découvreuse du VIH, qui dit on va vers la catastrophe, avec notamment les 80% rabotés dans le budget de l'agence USAID. Catastrophe, c'est le mot ? C'est très, très, très inquiétant. C'est très, très, très inquiétant. Parce que derrière, en fait, c'est quoi ? C'est à la fois... c'est des coupes budgétaires qui concernent à la fois le NIH, le grand institut de la santé américain, qui va de la biologie fondamentale jusqu'au patient. C'est des coupes dans l'USAID, qui est le moyen pour les États-Unis de projeter leurs recherches à l'extérieur. C'est des coupes aussi sur les organismes qui travaillent sur le climat, sur la météo, sur l'observation de la Terre. Je pense à la NOAA, qui est quand même une pépite américaine et qui voit aujourd'hui ses budgets diminuer de l'ordre de 20%. Et donc derrière, c'est non seulement des crédits qui sont supprimés, des programmes qui sont potentiellement menacés, coopération internationale, mais c'est aussi des bases de données, et ça c'est vraiment fondamental de bien le comprendre, c'est des bases de données qui ont été construites sur des décennies et qui collectent aujourd'hui des données qui viennent du monde entier et qui sont aujourd'hui potentiellement menacées parce que... Mais qui restent accessibles. Alors qui restent aujourd'hui pour la plupart du temps accessibles, certaines ont connu des moments de fermeture, mais avec des mots-clés qui sont parfois interdits ou qui sont parfois qu'on ne peut plus utiliser facilement. Et donc, et on voit aujourd'hui des chercheurs partout dans le monde qui téléchargent les données pour être sûr de pouvoir les utiliser demain. Enfin, ça génère un vent de panique qui est quand même assez inquiétant. Sur le sida, Philippe Baptiste, vu qu'on en parlait, mais aussi plus globalement sur les maladies, qu'elles soient émergentes, transmissibles, etc., ça risque d'avoir des conséquences très concrètes. Vous les quantifiez d'ores et déjà ? Mais évidemment, alors les quantifier, je ne pourrais pas vous donner de chiffres, mais très concrètement, une partie de ces programmes, c'est des suivis des suivis épidémiologiques, des suivis de zoonoses, des suivis de maladies qui sont des maladies qui sont potentiellement très très dangereuses. Et derrière, en fait, ce
que ça illustre, enfin, ce que je veux dire, c'est que les États-Unis jouent un rôle qui est déterminant dans la recherche mondiale. C'est aussi, c'est peut-être que vous trouviez que c'était critique, mais c'est à la fois aussi, c'est la critique d'une louange, la louange qui est le fait que les États-Unis ont su pendant des décennies être un moteur de la recherche mondiale. Et quelque part, quand ce moteur aujourd'hui, il a des ratés ou il a des hésitations, c'est un vrai risque aussi pour l'ensemble, pour tous les grands pays qui aujourd'hui croient à la recherche, croient à la science et croient à la technologie. Ça nous questionne aussi directement sur, en fait, nos ambitions en tant que Français, nos ambitions en tant qu'Européens sur ces questions, sur la recherche, sur notre fierté pour faire de la recherche, sur notre capacité aussi de leadership sur ces grands sujets. Je pense qu'on l'a sur un certain nombre de domaines, peut-être qu'on l'a pas sur d'autres suffisamment, et peut-être aussi sur notre autonomie stratégique, c'est aussi un mot qu'il faut utiliser pour la recherche aujourd'hui. Ça peut booster l'Europe de la recherche, comme le nouveau contexte a boosté l'Europe de la défense. Bien sûr. De quelle façon? Mais bien entendu, parce qu'aujourd'hui, si je reprends... Comment on avance là-dessus? Très concrètement, je prenais l'exemple de ces grandes bases de données dans lesquelles on a tous mis des données et on se rend compte du jour au lendemain que y a des risques sur l'accessibilité de ces données, donc derrière des travaux, qui s'effondrent. Derrière, ça pose mécaniquement la question, pourquoi est-ce que nous, Européens, on n'a pas aussi ces bases? Alors, on en a un certain nombre. Pourquoi est-ce qu'on ne les utilise pas plus? Pourquoi elles ne sont pas plus facilement accessibles? On peut espérer remplacer les États-Unis ou c'est illusoire? Je ne crois pas que c'est remplacer les États-Unis, mais c'est aussi avoir notre part de souveraineté plus forte qu'elle n'est aujourd'hui. C'est aussi assumer le leadership. C'est vrai dans le spatial aussi. Je veux dire, moi, quand j'entendais encore il y a quelques mois, je reprends un sujet que je connais bien, mais quand j'entendais encore il y a quelques mois des gens qui questionnaient la pertinence de savoir si l'Europe, oui ou non, devait être un acteur du spatial. Mais je veux dire, heureusement qu'on a Ariane, heureusement qu'on réussit Ariane. Je rappelle qu'on a fait 2 vols en tant qu'Européens avec un leadership français qui est fort sur le sujet, mais 2 vols européens d'Ariane qui ont été une vraie réussite. C'est le retour dans l'espace, c'est l'autonomie stratégique de l'Europe à travers le spatial. D'un mot peut-être avec la baisse du budget de la NASA, qu'est-ce qu'on perd, nous, en Europe ? Mais c'est surtout la remise en question de pans entiers de programmes. Quand j'entends Elon Musk qui nous dit en 2027, on va désorbiter la Station spatiale internationale, qui fait l'objet d'un traité international, qui est censé s'arrêter en 2030. Donc déjà, je suis ravi de l'apprendre, d'une part. Et puis, je ne sais même pas qui parle. Je veux dire, est-ce que c'est Elon Musk qui est président de SpaceX? Est-ce que c'est l'administration américaine? Je ne sais pas. Ouais, le même Elon Musk qui veut aller sur Mars et qui réactive tout ce programme-là. Et après, l'autre question fondamentale, au-delà de la Station spatiale internationale, c'est les programmes d'observation de la Terre pour le climat. Ça, c'est fondamental. Philippe Baptiste, vous restez avec nous. On continue d'en parler juste après le fil info de 9h-20. Diane Ferchit. Il aura passé 5 semaines à l'hôpital. Le pape François sera de retour cet après-midi au Vatican. Il va y entamer une convalescence d'au moins 2 mois selon ses médecins. François, 88 ans, se remet d'une double pneumonie. Son incarcération a été ordonnée ce matin par un juge. Incarcération du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Il est le principal opposant au président turc Recep Tayyip Erdogan. Ekrem İmamoğlu qui est accusé de corruption et de terrorisme. La réponse d'Elisabeth Borne après la polémique autour de la proposition de loi sur l'interdiction du port du voile dans le sport. Polémique lancée par Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. La ministre de l'Éducation nationale estime n'avoir de leçons à recevoir de personne sur la laïcité. Dans le Parisien aujourd'hui en France, Elisabeth Borne maintient sa position. Ce sujet mérite, dit-elle, autre chose que des réponses toutes faites et des slogans. L'équipe de France de football au pied du mur avec 2 buts à remonter aux Croates. Ce soir, match retour des quarts de finale de la Ligue des Nations. À l'aller, les Bleus ont suscité l'inquiétude en s'inclinant 2-0 à Split. France-Croatie ce soir, c'est à 20h45 au Stade de France. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. Et ce matin, Philippe Baptiste, ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, ancien patron du CNES, le Centre national d'études spatiales, d'où ce que vous évoquiez évidemment concernant la NASA et Elon Musk. Pour poursuivre sur les coupes budgétaires dans la recherche américaine, la France a commencé à accueillir des scientifiques américains ces dernières semaines. Alors, d'abord, c'est pas nouveau, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que la recherche partout dans le monde marche avec des cerveaux qui se déplacent d'un pays à l'autre. C'est le fonctionnement même de la recherche. Là, on accélère. Et donc, voilà, bien sûr, évidemment, on ouvre des dispositifs qui existaient déjà, qui sont plus ouverts. Est-ce qu'on a aujourd'hui, ça commence parce que tout ça est quand même très, très récent. Mais je vois qu'aujourd'hui, par exemple, Aix-Marseille Université, mais aussi l'Université de Toulouse, aussi PSL, Paris Sciences et Lettres, et puis Centrale Supélec, par exemple, mais ce ne sont que quelques exemples. Aujourd'hui, on a ouvert des programmes, et déjà, il y a des dizaines de candidatures qui affluent en quelques jours d'ouverture. On pourrait en accueillir combien ?
Je peux pas vous donner il y a pas de Enfin, aujourd'hui, c'est très ouvert, c'est très très ouvert. Ça dépend aussi de l'appétence des chercheurs américains qui aujourd'hui ont envie de venir, pas de pas venir. Mais évidemment, on est très ouvert à accueillir des chercheurs américains, mais comme on est ouvert à accueillir des chercheurs qui viennent du monde entier. Mais c'est des budgets supplémentaires qu'il faut allouer parce que... Oui, bien sûr, il y aura une action spécifique qui sera annoncée dans quelques temps. Donc voilà. D'accord. Absolument. Il faut qu'on en vienne on a plusieurs actualités en ce dimanche, notamment Elisabeth Borne, on l'entendait, qui s'exprime dans Le Parisien sur le port du voile dans le sport. J'ai pas de leçon à recevoir sur la laïcité, dit la ministre de l'Éducation, qui répond au duo Retailleau-Darmanin. Donc pour elle, si on comprend bien, parce que c'est pas forcément extrêmement clair, mais pas de signes religieux dans les compétitions sportives, mais entendons les femmes qui feraient pas de sport parce que leur père, leur frère, leur fils. Vous aviez dit votre opposition au voile à l'université. Vous dites la même chose pour le sport ? Alors, c'est deux sujets qui n'ont rien à voir. Laissez-moi revenir peut-être un instant sur le voile à l'université, qui est un débat qui a été tranché. Mais à l'université, la laïcité, c'est un cadre dans lequel tout le monde vient avec ses opinions, avec ses opinions politiques, avec ses opinions religieuses. Et l'université, c'est le lieu où justement tout ça peut se frotter. C'est-à-dire qu'en gros, ou quelque part, on peut en discuter, on peut avoir débat. Et ça, c'est fondamental. Le voile a toujours été autorisé pour les étudiants qui viennent à l'université. C'est le cadre de la laïcité qui n'a rien à voir avec le cadre de l'école, parce qu'on a des adultes, on a des gens qui viennent et qui sont des Donc dans le grands. sport, monsieur le ministre. Dans le sport, je crois qu'aujourd'hui, les choses, elles sont très claire, c'est-à-dire que la ligne gouvernementale, elle est extrêmement claire. Elle dit simplement aujourd'hui, pour les compétitions sportives, à ce moment-là, je vais vous la redonner, mais à ce moment-là, pour les compétitions sportives aujourd'hui, enfin pour les compétitions... Mais pourquoi ce distinguo ? On a compris dans les compétitions sportives, c'est-à-dire qu'on laisse simplement son maillot, on garde son maillot et on laisse ses signes distinctifs au vestiaire. Il n'y a pas quelque chose d'un peu hypocrite dans oui, allez-y mesdames, faites du sport, mais quand vous serez bonne pour aller aux compétitions, vous non, je crois pas. Par contre, ce qui est fondamental, c'est quand même avant tout aussi d'être très très vigilant sur le fait qu'il ne faut pas que le voile soit imposé. À la fois, c'est un signe de liberté en général dans la société de pouvoir porter les signes religieux que vous avez envie de porter, mais il ne faut pas non plus évidemment que le voile soit une obligation, et ça il faut être extrêmement vigilant sur ce point, vérifier que les femmes ne sont pas aujourd'hui contraintes, que des femmes ne soient pas aujourd'hui contraintes à porter le voile par leur père, par leur fils, par leur famille, par leurs voisins, whatever. Voilà, et ça c'est absolument fondamental. Il faut être très vigilant là-dessus. Quand c'est le cas et qu'elles veulent faire du sport, eh bien évidemment il faut lutter contre ça, mais ça je pense que, et aujourd'hui justement cette disposition, en tout cas sur les compétitions qui sont quand même les choses les plus visibles aujourd'hui, eh bien justement ça va dans ce sens-là et ça va je crois aujourd'hui dans le bon sens, tout en réaffirmant évidemment une grande liberté effectivement pour les signes religieux de manière générale. Philippe Baptiste, vous êtes le ministre des facs avec des mobilisations pro-palestiniennes qui sont nombreuses. D'ailleurs, elles sont nombreuses. Vous les quantifiez là encore ces mobilisations pro-Gaza, pro-palestiniennes? C'est toujours sur un certain nombre de sites. J'ai envie de dire 4-5 sites aujourd'hui en France où régulièrement on a des manifestations qui sont autour de ces questions-là. Moi, je voudrais rappeler aussi quelques fondamentaux. De nouveau, l'université, c'est le cadre du débat. Et c'est la liberté du débat. C'est la liberté académique, c'est le fait que vous venez et vous pouvez discuter. Discuter, ça veut dire déjà pas discuter tout seul. Ça veut dire qu'en gros, il faut qu'on ait une liberté de débat et donc des libertés d'opposition, des discussions avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord. Justement, il y a des chartes, des compromis qui ont été trouvés. Exactement. Et ça, c'est fondamental. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on met de plus en plus d'universités, et je m'en félicite, et sous notre impulsion, elles mettent des chartes justement pour qu'il y ait pluralité dans le débat. Et ça suppose de respecter ces chartes, ces compromis. Et pas que les chartes, mais c'est aussi respecter la loi. Et la loi, et je veux dire, là, je vais être très très clair là-dessus, l'antisémitisme, c'est pas une opinion, c'est un délit. Et donc là-dessus, je veux dire, nous serons, mais d'une très 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 grande fermeté. Et là-dessus, sur ce sujet-là, je veux dire, avec tous les ministres qui sont impliqués, le ministre de l'Intérieur comme le garde des Sceaux, on est totalement mobilisés sur ces questions-là. Rien ne sera passé. Les cas d'antisémitisme sont nombreux, ils sont les cas d'antisémitisme qui remontent. Ou de racisme d'ailleurs. Alors exactement, parce qu'il y a les deux sujets. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'antisémitisme parce que c'est le sujet du moment, mais c'est vrai pour le racisme aussi, c'est vrai pour les violences sexistes et sexuelles, tolérance zéro. Pour revenir sur votre question, l'antisémitisme aujourd'hui dans les universités. Oui, il y a des cas qui remontent. C'est
en termes numériques, ils sont assez peu nombreux. C'est une quarantaine ou une cinquantaine de cas par an qui remontent dans les universités. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a aussi, derrière ces cas qui remontent, il y a aussi un sentiment qui n'est pas formalisé, qui ne remonte pas à travers des saisines d'un procureur ou des saisines de commissions disciplinaires. Et donc, ça veut dire qu'il faut y travailler. J'ai réuni plusieurs fois les présidents d'université pour en discuter. Je peux vous garantir qu'ils sont mobilisés. On a un plan d'action extrêmement clair. Et, voilà. Il y a aussi le débat, Philippe Baptiste, sur les partenariats entre certaines universités, certaines institutions avec des universités israéliennes. À Sciences Po Strasbourg, il y a une commission d'évaluation qui a été élue cette semaine, qui doit vous rendre un rapport sur un partenariat avec l'université Reichmann, qu'ils accusent de complicité, je les cite, avec le génocide palestinien. Je vais être très clair. Allez-y. Je vais être très clair. Savoir si, en gros, est-ce qu'il est légitime, d'un point de vue diplomatique ou politique, d'avoir un partenariat entre une institution et une institution israélienne, ça ne relève pas du conseil d'administration d'une université ou du conseil d'administration. Mais pourquoi faire une commission d'évaluation? C'est une décision du gouvernement. D'accord, c'est une décision du gouvernement. Il peut vous rendre un avis. Ce que peut faire un établissement consultatif, entre guillemets. Un établissement peut éventuellement dire, eh bien non, ce partenariat, il ne fonctionne pas parce que la recherche qui est menée n'est pas de bon niveau ou ne fonctionne ou ne correspond pas à telle ou telle règle. Je ne sais pas. Ça, bien sûr, ça c'est complètement possible. Mais dans le cas de cette université, qu'est-ce que vous en dites? Que chacun soit dans son rôle. Moi, je n'ai aucune difficulté à ce que aujourd'hui nos universités aient des partenariats avec des universités israéliennes. Je veux dire, c'est sur le modus operandi, pourquoi faire une commission d'évaluation si derrière, comme vous dites, c'est une décision du gouvernement, et ça peut s'entendre, mais à ce moment-là, une commission d'évaluation qui se trouve avoir beaucoup de militants palestiniens. Cette question, moi j'ai demandé au comité... Les conclusions du comité d'évaluation ne sont pas entendues. Non, mais c'est pas ça, je vous dis simplement, j'ai demandé moi ce que j'ai demandé aujourd'hui, c'est qu'il y a un comité de déontologie qui se réunit au niveau du ministère et qui a examiné cette question. Cette question a été tranchée en juin dernier, et c'est bien notre ligne, le partenariat selon la ligne que je vous ai donnée. Non, mais il n'y a pas de suspension. Mais donc il n'y aura pas d'autre suspension, il n'y aura pas de suspension. Il sera renouvelé surtout. Il n'y a pas de suspension. Mais ce n'est pas à moi de me prononcer si tel ou tel partenariat va être renouvelé. Ça, c'est une décision. Non, mais c'était plus sur la méthode. On nomme une commission, on lui demande son avis et on ne le suit pas. Il y a une commission. Merci Philippe Baptiste. Non, mais une université ne peut pas arrêter un partenariat pour des motifs qui sont des motifs diplomatiques qu'elle aurait générés elle-même. Merci à vous Philippe Baptiste, ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'avoir été l'invité du 8h30 France Info. Merci Bérangère Bonte.